ici. C'est le grand débat des vraies voix sur Sud Radio, 18h30. Bienvenue. Le gouvernement mène-t-il vraiment une guerre contre les trafics de drogue? C'est le grand débat des vraies voix. Vous votez sur Twitter, sur YouTube, qui en fera un point sur vos votes dans quelques instants. Et vous nous appelez évidemment 0826 300 300. J'attends vos réactions. Allez-y. 0826 300 300. C'est le grand débat des vraies voix. La lutte contre les trafics de stupéfiants partout sur le territoire national s'apparente à une guerre. Nous la menons grâce à des soldats. Et ces soldats sont les policiers et les gendarmes de France. Aujourd'hui, un de ces soldats est mort en héros pour lutter contre ce trafic de stupéfiants. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Un de ces soldats est mort en héros. Le ministre de l'Intérieur faisait référence évidemment hier soir à ce policier tué de 36 ans de plusieurs balles à Avignon alors qu'il contrôlait un point de deal. Le grand débat avec Philippe Bilger, Céline Pina, Philippe David. Notre invité Frédéric Ploquin qui est avec nous. Bonsoir Monsieur Ploquin. Bonsoir. Bonsoir à vous, ravi de vous avoir. Vous êtes grand reporter dans les domaines du banditisme et du renseignement. Votre livre, Les narcos français brisent l'omerta, c'est aux éditions Albin Michel. Une guerre contre le trafic, la lutte contre les trafics de drogue. Gérald Darmanin, vous le savez, en a fait sa priorité. Est-ce que c'est vraiment une guerre que l'on est en train de mener, Frédéric Ploquin, contre les trafiquants? Écoutez, pour faire ce livre, j'ai interrogé un certain nombre et de trafiquants et de policiers. Et côté policiers, globalement, tout le monde, tous les lignées de la police judiciaire qui sont sur le terrain tous les jours contre la drogue, récusent plus ou moins le terme, c'est une question de vocabulaire, là, mais ce qui est important, de sémantique, de guerre. En gros, ce qui est dit, ce que j'entends, c'est que la lutte contre le trafic de stupéfiants, par ce qui l'amène, c'est en gros une succession de batailles sans cesse recommandées. C'est-à-dire qu'en gros, il faut repartir tous les jours à la bataille, plutôt qu'une guerre. C'est-à-dire qu'une guerre, on a l'impression qu'on va arriver avec des chars, qu'on va tout écraser, puis qu'on va gagner la guerre. En fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, raisonnablement, on peut constater qu'on l'a perdu, cette guerre. C'est-à-dire qu'en gros, dans l'état actuel où on est, le commerce de la drogue est florissant, l'espace public est globalement occupé sans trop de difficultés par les trafiquants de stupéfiants, le produit rentre sur le territoire tous les mois en quantité à peu près similaire. Donc globalement, si on prend tous ces ingrédients-là, on peut considérer que cette, entre guillemets, guerre a été momentanément perdue. Maintenant, ce serait non, on ne peut pas contester le fait que, on va dire, le ministère de l'Intérieur se soit globalement mis en ordre de bataille. C'est-à-dire qu'en gros, on a changé on a changé la tête, on a changé le patron, la patronne, on a mis une patronne à la tête d'un nouveau service de lutte contre les trafics. C'est là. Mais on vous a un peu perdu, Frédéric Ploquin. Alors on va essayer de vous retrouver dans quelques instants. Tiens, est-ce que vous êtes d'accord avec Frédéric Ploquin, Céline Pina, Philippe Bilger, Philippe David sur cette guerre qu'il revienne, il va revenir sur cette guerre qu'on a déjà perdue, selon Frédéric Ploquin, Céline Pina. En tout cas, moi, ce que je sais, c'est que le trafic de drogue alimente une économie grise, noire, je ne sais pas comment on l'appelle, qui fait vivre les banlieues et qu'il y a eu parfois, y compris à l'intérieur des partis qui fait bien vivre les banlieues, des discours disant mais attendez, si on élimine complètement le trafic de drogue, on va se retrouver dans des situations d'émeutes urbaines ingérables. Donc je ne sais pas si c'est encore vu comme ça. Et puis moi j'avais des questions très précises. Alors justement, on a retrouvé Frédéric Ploquin. Oui, Frédéric Ploquin, on vous avait perdu et on vous a pas laissé finir votre phrase. Allez-y, Monsieur Ploquin. C'est la photo réseau. Ben oui. C'est pas moi. Allez-y. Alors, Frédéric Ploquin. Non, mais pour terminer, donc je disais que le ministère de l'Intérieur s'est mis en ordre de bataille et que ça ne peut pas se contester, qu'on a changé la tête donc en changeant le grand service, que sur le terrain, je veux dire, il faut admettre, reconnaître et féliciter, je dirais, même se féliciter du fait que nos policiers tous les jours ils vont au charbon. Et je peux vous assurer que d'aller au charbon tous les jours pour courir après les mêmes petits dealers de 15-16 ans qui vous rigolent au nez, qui balancent leurs produits en cours de route, qui courent plus vite que vous, etc. Il faut, les policiers que j'ai rencontrés, on peut dire, ont la foi du métier pour y aller tous les jours, sinon ça ne fonctionne pas. Donc globalement, on y est. Maintenant, je pense que le Covid et la pandémie font plus de mal, si vous voulez, aux trafiquants de stupéfiants que l'État. Pourquoi ? Parce que tout simplement pour une raison très très basique, très simple, c'est que les trafiquants de drogue dissimulent leurs marchandises et leurs produits dans la quantité et les flux de voyageurs qui circulent d'un pays à l'autre, notamment entre l'Amérique du Sud et la France, le Maroc et la France, les Pays-Bas et la France, les pays fournisseurs, on va dire, et que là, les flux de voyageurs, ils sont légers, donc ça gêne un petit peu l'importation. Donc, s'il y a des points qui sont
gagnés aujourd'hui, c'est beaucoup plus grâce à, on va dire, à la pandémie que grâce à l'État. Ouais. Mais bon, quand la pandémie va finir, il va bien falloir que l'État s'y attelle. Philippe Bilger. Frédéric, puisqu'on se connaît, 2 questions très rapides, vraiment. Vous avez dit que la police s'investissait beaucoup, et en même temps, est-ce que c'est une interrogation de la même manière qu'on parle sur le plan législatif de légalisation? Est-ce qu'il y a une forme d'impuissance? Est-ce qu'il n'y a pas une part de la police qui est elle-même totalement démotivée parce qu'elle considère en effet que le combat ne peut pas être gagné, notamment dans ses rapports avec la justice? C'est ma première question. Et la seconde, très vite, si vous étiez en charge de la politique antidrogue, quelle serait la première mesure que vous prendriez? Je vais déjà répondre à la deuxième, je ne sais pas. Je ne suis qu'enquêteur et journaliste. Mais si vous voulez, pour répondre à la première question, effectivement, la police, la drogue fait des ravages dans la police. Il y a d'abord, il y a une infime minorité, il faut le rappeler, de policiers qui basculent du côté obscur. Il y en a encore eu récemment à Marseille qui ont été condamnés à des peines de prison avec sursis parce qu'ils travaillaient dans les quartiers nord et que ils avaient un peu oublié le sens de leur métier, de leur boulot, qui se servaient un peu sur la bête. Donc déjà, il y a une infime partie de la police, il faut le rappeler, c'est une petite minorité qui est perdue, c'est-à-dire qui a basculé du côté des... Il y en a en Seine-Saint-Denis, il y en a un peu partout, des représentants de l'État qui ont basculé du côté obscur de la force. Ça, c'est une chose. Après, la deuxième, effectivement, comme le disait Philippe Bilger, il y a également un certain nombre de fonctionnaires que j'ai pu croiser qui disent si c'est comme ça, en gros, l'un des principaux arguments, c'est si les juges continuent à nous soutenir aussi peu, pour ne pas dire à nous mettre des bâtons dans les roues, note pour ce qui est du point crucial dans la lutte contre les stupéfiants, le maniement des indicateurs. En gros, ce que j'entends souvent, c'est s'ils continuent à nous mettre des bâtons dans les roues, les juges, eh bien, on va aller à la piscine. J'ai déjà entendu ça plusieurs fois. C'est pas... Donc, il y a effectivement une autre partie de cette armada de policiers mobilisables qui ont baissé les bras. Parce qu'ils estiment que, effectivement, c'est pas une question de loi. Ils estiment que la justice n'est pas derrière eux, que les juges ne sont pas derrière eux, mais contre eux. Et il rappelle, ça je parle des gars qui sont en police judiciaire depuis toujours, qui se souviennent d'une époque où on pouvait très bien, où en gros on allait voir le juge d'instruction, on lui disait voilà, je peux faire tomber un réseau, mais il faut que tu me couvres, que tu m'aides avec cet indicateur qui va nous aider à le faire tomber. Il faut le décrocher parce qu'il est accroché dans un vol de voiture. Enfin, c'était comme ça, c'était une cuisine. Il fonctionnait vachement bien. Jusqu'à une époque, jusque dans les années 1990, ça a assez bien fonctionné. Cette cuisine qui se faisait entre magistrats et policiers. Je ne sais pas ce qu'en pense Philippe Bilger, qui a connu... Apparemment, c'est plus le cas maintenant. C'est ce que vous dites, Frédéric Ploquin. Ça s'est cassé. Ouais. Ce film s'est cassé. Et là, il y a beaucoup de suspicions, beaucoup. Et là, vous allez voir, je vous parie, là, tout ce que vous voulez, que demain, dès que l'individu qui a tiré sur ce policier et l'a tué sera interpellé, va jaillir une polémique immanquablement sur la justice. En tout cas, ce que vous dites, Frédéric Ploquin, voilà. si je comprends bien, c'est qu'en tout cas, à l'époque, ces méthodes marchaient. C'est ce que vous nous dites. Absolument. Ah oui, oui. Faut aussi rajouter une chose. Alors, on va dire en leur faveur, en faveur de l'appareil d'État, c'est que oui, ces choses marchaient à une époque où le marché de la drogue était relativement contrôlable. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, il a cru de manière exponentielle et le nombre de consommateurs en France a tellement augmenté, si vous voulez, que vous avez ce phénomène de stupéfiants partout sur le territoire. Donc ça devient extrêmement difficile dans la mesure où la police, elle est aussi là pour lutter contre le terrorisme. Frédéric, contrairement à ce que j'espère, je ne suis pas le seul chroniqueur. Donc il y en a d'autres qui veulent vous poser des questions. Philippe David, juste après, on va accueillir Christine qui nous appelle de Nîmes, qui a composé le 0826 300 300. Et puis Céline Pina, une question à vous poser. Frédéric Ploquin, elle aimerait faire la comparaison avec l'Italie, par exemple. On va y revenir. Oui, Philippe bonsoir David. Frédéric. Est-ce que la rhétorique guerrière, on est en guerre contre le terrorisme, on est en guerre contre le coronavirus, on est en guerre contre la drogue, on est toujours en guerre contre tout, mais sur la drogue, Saint-Ouen est toujours le supermarché de la drogue en Ile-de-France. À Stalingrad, maintenant, a priori, c'est les riverains qui n'en peuvent mais et qui commencent à tirer au mortier. Alors on dit c'est eux, c'est pas eux, peu importe. Mais ils vous disent, les gars deal, et là ils dealent du crack, même pas du shit, et ils font ça de la manière la plus tranquille. Est-ce que finalement, ça se résume pas à la rhétorique guerrière, comme les gens disent dans le Nord, gros diseux, petit faiseux?
Moi, j'ai une phrase comme ça dans mon bouquin où j'ai un policier qui me dit, ça prolonge la phrase que vous venez de prononcer, il me dit la guerre contre la drogue, c'est une guerre pour Mémé et ses hortensias. En gros, je trouve ça assez joli. En gros, c'est pour amuser la galerie. C'est pour, effectivement, on est obligé de présenter à l'opinion publique quelque chose, de communiquer. Mais en fait, derrière, disent-ils, derrière cette guerre pour satisfaire Mémé et ses hortensias, nous, on se bat comme des chiffonniers tous les jours et c'est pas si facile. Donc, je pense qu'effectivement, la question de la sémantique est importante. Je veux dire, le fait, on va pas armer demain des policiers du quotidien qui interviennent un peu partout en France, comme on arme les policiers du RAID ou de la BRI et de l'antigang. On va pas demain avoir des policiers qui vont intervenir dans nos quartiers comme ils interviennent au Sahel. Déjà sur le plan de la symbolique, cette sémantique, elle est complètement déplacée, on le sent bien. Et en même temps, on envoie donc des policiers au charbon. Et là, vous en avez un qui veut bien faire, qui veut contrôler, un trafiquant qui vient de vendre quelque chose. Donc, il veut faire son joli petit flagrant délit. Mais il a oublié que de l'autre côté, on avait affaire à des individus, on va dire, de plus en plus allumés, de plus en plus déterminés, de plus en plus. Alors, la justice, pour eux, je suis désolé, Philippe Bilger, pour ces délinquants-là et ces trafiquants-là, ça ne veut plus rien dire. Ils la connaissent plus, ouais. Quoi. Ils ont tous déjà fait de la prison. Bon, ils sont habitués, ils sont sortis. Et puis là, tout d'un coup, on sent bien qu'il n'y a pas de réflexion. Vous avez jugé, Philippe Bilger, j'étais là en cour d'assises, des vrais voyous. Le vrai voyou, ça ne venait jamais à l'idée dans sa carrière de sortir son revolver pour tirer sur un policier. Le vrai voyou, il gardait ses cartouches pour flinguer ses concurrents. Là, oui, effectivement, ils n'arrêtaient pas de s'entretuer entre eux. Ou parfois, il y avait une balle qui tuait un convoyeur de fonds, un banquier, un otage. Ok. Et jamais ça ne venait à l'idée d'un voyou un tout petit peu réfléchi de sortir l'arme pour tuer un policier, sachant que derrière, il y a perpétuité immédiatement et que de toute façon, vous allez avoir la police sur le dos. Donc, on a quand même affaire à une génération, là, plus qu'incontrôlable. Inconsciente et cervelée, tout à fait. Cervelée, voilà. Il y a un quotient intellectuel de moyen à baisser. Je suis désolé. Christine nous appelle de Nîmes au 0826 300 300. Bonsoir Christine. Bonsoir. Bonsoir à vous, ma chère Christine, bienvenue dans Les Vraies Voix. Alors, on est en guerre, c'est ce qu'a dit Gérald Darmanin, contre les trafics de drogue. Tiens, est-ce que vous faites confiance au ministre de l'Intérieur ? Bon, écoutez, confiance au ministre de l'Intérieur, j'espère qu'on peut lui faire confiance quand même. En attendant, oui, comme disait Frédéric, oui, c'est le mot employé un peu à la légère, là, la guerre contre le virus. On est aussi en guerre, là, maintenant, contre les Anglais, peut-être bientôt, avec les pêcheurs. Voilà, donc tous ces dealers-là, c'est une lutte fantôme, ça. Je sais pas, pour moi... Ce que vous dites, c'est qu'on connaît bien les lieux de deal et pourtant on ne fait pas grand-chose. Est-ce qu'il y a vraiment une évolution de la politique publique ? Est-ce qu'on a vraiment envie de dégommer l'économie parallèle ? J'en doute. On pourrait peut-être mettre des moyens. En attendant, c'est toujours les mêmes qui se font tuer. Voilà, donc alors on remet les médailles à titre posthume et bon, c'est les dégâts et des balles perdues, des familles endeuillées de tous les côtés. Donc quand on mène une guerre, on met des moyens à disposition. On y va une fois pour toutes, c'est ce que vous dites. Céline Pina. Oui, voilà, on ne demande pas d'en faire plus avec moins, c'est toujours pareil, quoi. Donc il faut faire une globalité, la DGSI, la DGSE, qu'est-ce qu'ils font je ne sais pas, est-ce qu'ils sont associés ou pas à tout ça, quoi. Et moi, je vois plutôt un effet d'annonce en période électorale. Alors, merci Christine, reste avec nous Christine. Céline Pina. Alors moi, la question que je me posais, c'est qu'il y a quelques années, j'avais rencontré un monsieur qui s'appelle Fabrice Risoli, qui travaille qui a créé une association qui s'appelle Crime Halt, et notamment une association qui travaille des deux côtés de la frontière entre l'Italie et la France. Qui avait beaucoup travaillé sur les questions de mafia. Et lui m'avait expliqué qu'il y avait une chose qui avait bien marché dans la lutte contre la mafia, c'est quand on avait commencé non seulement, par exemple, à saisir les voitures, si on chopait un trafiquant de drogue, on saisissait sa belle voiture, on la donnait directement à la police, et après on remontait le fil de la soupe à l'oignon, et on saisissait toute la fortune, les meubles, les avoirs, etc., et que ça se faisait, que les choses avaient été simplifiées et
connaissant la mentalité des quartiers et des banlieues, si à un moment donné, le fait d'être trafiquant vous fait perdre, vous êtes trafiquant pendant 10 ans, mais vous perdez tout, vos apparts, vos signexeurs de richesse, vos voitures, Je vous jure que ça se transmet, mais comme le lait sur le feu. Ce que ne comprennent pas aujourd'hui beaucoup de juges et beaucoup de gens qui devraient travailler sur ces questions-là, c'est qu'il faut frapper au porte-monnaie, il faut arrêter d'être sensible au win-wina. Le win-wina, c'est... Voilà, c'est une façon d'entrer en relation avec l'autre. Ça ne veut rien dire, et que là-dessus, si on s'attaquait au porte-monnaie, là, il se passerait pas. Alors, est-ce qu'ils le font ? Est-ce que ce serait une bonne solution, Frédéric Ploquin ? Ils le font apparemment. Est-ce que c'est faisable en France ? Alors, pour les gros trafics. Non, pour les petits. Et pour les petits aussi. Pareil que choper les mobylettes, tout ça, ça assainit les situations. Frédéric Ploquin. On a en France un train de retard sur l'Italie en la matière, mais l'Italie a une vraie mafia centralisée qui investit sur place. C'est relativement plus facile, ça a été, c'est plus facile, il ne faut pas dire ça, il y a eu des morts aussi en Italie et même beaucoup, mais les Italiens ont réussi effectivement dans la mesure où cette mafia napolitaine, sicilienne, investit sur place, c'est-à-dire qu'en gros elle achète des entreprises, des restaurants, etc. sur place. En France, c'est un petit peu plus compliqué concernant le trafic de stupéfiants parce qu'on n'a pas un capot du capot, pas du tout, on a de multiples petites chapelles ici et là disséminées sur le territoire, de multiples petits soleils qui essaient de briller dans leur propre domaine, et d'une part, et donc pas une structure hiérarchisée, donc difficile à combattre sur le plan financier, et de multiples petites mains comme ça qui partent à droite à gauche pour réinvestir, et en plus des trafiquants qui bien souvent ont la chance, de leur point de vue, d'avoir un pied en France et un pied dans un autre pays, c'est-à-dire en gros donc en fait, vous voulez dire c'est par exemple investi de l'autre côté de la Méditerranée. C'est pas par exemple, ça l'est. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez un certain nombre de trafiquants quand la police les coince, dont il s'avère qu'ils sont ici inscrits au RMI, qui roulent avec une vieille petite voiture branlante et qu'il n'y a aucun signe de richesse. Ça, ce sont les vrais, et que leur argent il est à Dubaï, il est à Hong Kong, il est aux Barbades, et alors là, la justice française, c'est pas demain qu'elle arrivera à aller saisir de l'argent sur ces territoires. Merci à vous, Frédéric Ploquin, merci à vous. Je rappelle votre livre, mon cher Frédéric, Les narco-français. Brice l'Omerta, c'est aux éditions Albin Michel. Tiens, on vous posait cette question sur les réseaux sociaux, Twitter, YouTube. Le gouvernement a-t-il vraiment lancé une guerre contre les trafiquants de drogue ? Vous dites non à 96%, et le grand débat des vraies voix à réécouter, si vous l'avez raté en podcast ou si vous voulez réécouter sur notre site sudradio.fr, l'application Sud Radio, et puis également sur certaines plateformes, où nous sommes comme Radio Player, et la chaîne YouTube de Sud Radio. À tout de suite pour le clin d'œil des vraies voix avec Jean-Marie Bordry. C'est une journée internationale aujourd'hui qui va beaucoup vous intéresser. On en parle dans quelques minutes.